Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 26 mai. Une actualité bien évidemment dominée en principauté par le Grand Prix de Monaco. Les pilotes Formule 1 ont réalisé leurs premiers essais sur le mythique circuit de la Principauté. Nous vous ferons vivre l'ambiance qui règne sur place, dans les paddocks jusqu'à la fan zone et auprès des amis d'enfance de Charles Leclerc. Le journaliste sportif Eric Bilderman viendra lui analyser cette saison si particulière de F1. Dans ce journal également, nous vous parlerons des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Cette année, en hommage au prince bâtisseur, sera lancé le 31 mai prochain avec de nombreuses animations au programme sur le Rocher. Nous reviendrons également sur la Pentecôte. Quelles sont les significations de cette fête que l'on célèbre 50 jours après Pâques? L'abbé Christian Venard viendra nous éclairer à ce sujet. Et puis l'équipe de rugby à 7 de Monaco va participer pour la première fois aux Jeux des petits États d'Europe. Nous avons suivi les joueurs lors de leur dernier entraînement avant leur départ pour Malte. Avant de revenir sur le Grand Prix de Monaco, un mot de basket. La Roca Team s'est qualifiée pour les demi-finales de play-off de Betclic Elite ce soir. Les joueurs de Sacha Obradovic ont une nouvelle fois dû batailler pour arracher cette qualification face à Strasbourg. Score final 85-83. En demi, les Monégasques seront opposés à Bourg-en-Bresse. Cette rencontre aura lieu lundi à Gaston-Médecin et sera bien évidemment à suivre sur Monaco Info. Autre événement que vous avez pu voir en direct sur notre antenne ce vendredi, les différentes épreuves du Grand Prix de Monaco. Les qualifs de Formule 2 ne se sont pas passés comme prévu pour Arthur Leclerc. Le jeune monégasque a craché sa monoplace dans le dernier virage du circuit. En revanche, les premiers essais de Formule 1 ont été plutôt concluants pour Charles Leclerc. Le pilote Ferrari a signé le deuxième temps en fin de journée à moins d'un dixième de Max Verstappen. Je vous propose d'écouter les réactions à l'issue des essais. Une journée plutôt bonne. Petit à petit, on va de plus en plus proche de la limite. Après, il y avait quelques trucs qui n'allaient pas vraiment avec ma voiture, donc on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre pour demain. Et après, faire le job en qualif. Je vais tout donner. Red Bull semble être un petit peu devant. Enfin, clairement, ils ont une meilleure voiture pour l'instant, mais si on met tout dans l'ordre, on peut réussir sur un tour à être devant. I came with a lot of confidence already because this car gave me positive things all throughout the year. So, it didn't disappoint today. It was enjoyable to drive. I had fun and ready for tomorrow. Et que représente ce Grand Prix pour la Principauté? Peut-il changer le cours du championnat de Formule 1 alors qu'il paraît déjà acquis à Red Bull? Faisons le point sur cette saison avec le journaliste sportif du quotidien L'équipe, Eric Bilderman. Bonsoir. Bonsoir. Que peut-on dire déjà sur ce début de saison clairement dominé par les pilotes Red Bull? Effectivement, on est sur une saison qui semble promise à Red Bull au niveau du titre constructeur et surtout pour ce qui intéresse le grand public, le futur champion du monde semble être déjà désigné, même si on n'est qu'au premier quart de la saison. Mais la domination de Red Bull est exceptionnelle. On a l'impression de revivre les belles années Hamilton, les belles années Schumacher, c'est-à-dire un championnat avec un seul pilote au-dessus. Donc est-ce que ce Grand Prix de Monaco peut changer quelque chose au classement ? Je crois qu'il va surtout changer émotionnellement, plus que le classement. On est sur un Grand Prix atypique, on est sur un Grand Prix où des voitures qui sont un peu moins bien nées que la Red Bull peuvent compenser par le pilotage, par l'adresse d'un pilote lors de la qualification, peuvent permettre à Ferrari avec Charles Leclerc, à Aston Martin avec Fernando Alonso et pourquoi pas à Mercedes qui arrive avec un nouveau concept de sa W14 de pouvoir jouer les troubles faits. Donc il y a du suspense sur cette épreuve bien supérieur à ce que l'on vit depuis le début de la saison sur les circuits moins atypiques que celui de Monaco. Oui, Charles Leclerc le disait sur notre antenne, c'est un Grand Prix très particulier pour lui, il n'a aucune pression, au contraire, ça le galvanise un petit peu. Qu'il soit galvanisé chez lui, on peut le comprendre. Qu'il n'ait pas de pression, je pense qu'il est obligé de dire ça. Maintenant, à partir du moment où il a eu quand même beaucoup de galères, beaucoup de frustrations sur cette épreuve, l'idée d'enfin pouvoir gagner devant son public, devant le prince de Monaco, sont des éléments qui forcément, et puis sa famille également, sont forcément des éléments qui mettent de la pression. Mais c'est quelqu'un qui est très bien construit psychologiquement et je pense qu'il a une forte capacité à résister à cette pression. Est-ce que c'est une surprise, sa saison actuelle? Il l'a dit, sa saison n'est pas idéale, mais on le sait aussi que chaque écurie est assez bridée au niveau de sa monoplace.
Oui, effectivement, ce qui est surprenant, c'est qu'on s'attendait cette saison à voir une Ferrari en progrès. Or, on a l'impression que la SF75 de 2023 est inférieure dans son comportement à celle de l'an dernier. Et quelque part, Charles Leclerc, s'il commet des erreurs, on l'a vu récemment sur le Grand Prix de Miami, en fait, je crois qu'il est dans l'obligation de piloter à 101%. Et quand vous avez des adversaires qui, eux, ont une voiture, je pense en particulier à Red Bull, qui est bien née, un Max Verstappen peut lui piloter à 99%. Et cette marge de 2%, c'est la marge qui vous permet d'être en sécurité ou de prendre des risques, pour décrocher une pole position. Et justement, ici à Monaco, la pole position samedi est essentielle, on le sait, de partir devant. Et je crois qu'effectivement, Charles va devoir prendre plus de risques que ses adversaires, en particulier ceux de chez Red Bull. Eric, la surprise cette année, c'est peut-être aussi Fernando Alonso sur Aston Martin, 3e actuellement au classement des pilotes. Oui, c'est la belle surprise et c'est certainement la belle histoire de ce début de championnat. On s'attendait à voir Aston Martin en progrès, on ne s'attendait pas à les voir deuxième force du plateau. On ne s'attendait pas à voir Fernando Alonso truster les 3e places, c'est-à-dire être systématiquement sur le podium, sauf à une reprise en ce début de saison. Et puis on a un pilote revanchard, on a un pilote qui a beau avoir plus de 15 années de Formule 1 derrière lui. Il est exactement comme un jeune premier. Il a faim, il est dans l'exigence absolue, il est dans la prise de risque absolue. C'est que du bonheur pour nous parce que ça nous permet, et pour les spectateurs bien évidemment, ça nous permet de vivre une saison avec une émotion particulière, avec une inconnue. Et dans une saison qui est dominée par Red Bull, s'il n'y avait pas derrière l'émergence d'Aston Martin et le retour au plus haut niveau d'un pilote comme Fernando Alonso, qui, il ne faut pas l'oublier, était déjà 2 fois champion du monde, je pense qu'on risquerait de s'ennuyer un peu. Un mot sur un autre champion du monde, Lewis Hamilton. Il y a une rumeur qui circule qui dit que peut-être il évoluerait chez Ferrari l'an prochain. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut considérer que c'est un rêve. Pourquoi ? Parce que les négociations sont bien avancées entre Lewis Hamilton et Mercedes. D'autre part, il va falloir être patient parce que c'est en général pendant l'été ou au mois de septembre que les contrats se négocient véritablement. Et on peut imaginer aujourd'hui que Lewis Hamilton attend de voir ce que le nouveau concept de la W14 qui est amené ici, mais dont on pourra juger véritablement les qualités aérodynamiques à partir du prochain Grand Prix la semaine prochaine à Barcelone. Si effectivement cette voiture lui donne satisfaction et laisse à supposer que Mercedes est sur la route du progrès, il a toutes les raisons du monde de rester. Maintenant que Ferrari essaye de le signer, c'est évidemment une très bonne idée. Et en même temps, c'est aussi une bonne idée du côté des agents de Lewis Hamilton de faire monter les enchères en laissant peut-être fuiter d'éventuels contacts avec Ferrari, vrai ou non. En tout cas, ça le place en position de force pour négocier avec Mercedes. Un dernier mot, Eric Bilderman, sur ce contrat que l'Automobile Club a signé avec Liberty Media, un contrat de 3 ans avec les exigences que l'on connaît. Ouais. Selon vous, est-ce qu'à terme, le Grand Prix de Monaco peut perdre sa place au calendrier du championnat du monde de F1 ? Bah écoutez, je vais paraphraser les déclarations du président de l'Automobile Club de Monaco, Michel Boeri. Il est clair aujourd'hui que Monaco, quels que soient les efforts financiers qui peuvent être faits, ne peut à un moment donné suivre une course à l'inflation. Quand vous avez des pays du Moyen-Orient qui peuvent mettre 50, 60 millions sur un Grand Prix, quand vous avez même en Europe des Grands Prix qui ne payent pas plus cher forcément ou moins cher que ce que est facturé aujourd'hui Monaco, mais ils peuvent assurer, je prends l'exemple de Monza, 300, 400 000 spectateurs sur un week-end. À Monaco, vous en avez 60 000. Donc à un moment donné, pour équilibrer un budget, je pense que Monaco, quelle que soit la volonté de la principauté de maintenir le Grand Prix, doit rester raisonnable dans ses budgets. Donc ce qui fait que dans 3 ans, quand il va y avoir une nouvelle négociation, ça va être effectivement à nouveau un challenge pour la principauté de convaincre les actionnaires américains que la tradition, que l'histoire, que le génie absolu et les 80 grands prix qui marquent l'histoire de cette épreuve à Monaco méritent une place au calendrier au-delà de la fameuse formule pour quelques dollars de plus. Eh bien, merci Eric Bilderman de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie.
Une écurie que nous n'avons pas abordée avec Eric Biederman, c'est Alfa Romeo. L'ancienne équipe de Charles Leclerc n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Les pilotes Valtteri Bottas et Guan Yu Zhu avaient donné rendez-vous à la presse à l'hôtel Méridien, loin du tumulte du circuit, pour évoquer le Grand Prix de Monaco. Le reportage de Christine Datomel et Jean-Alexandre Dordet. Après des chronos encourageants au Grand Prix de Miami, l'équipe Alfa Romeo compte bien briller cette année sur la grille de départ, d'autant plus que depuis des évolutions ont été apportées à la voiture et que l'état d'esprit des pilotes, Guan Yu Zhu et Valtteri Bottas, est plus que positif. Tous s'accordent à dire que le circuit de Monaco est un circuit plutôt favorable aux équipes qui feront un bon temps lors des qualifications, puisqu'il est assez difficile de dépasser sur ce circuit et la team Alfa Romeo, ayant jusqu'ici mieux performé lors des qualifications, se dit assez confiante cette année d'aborder le circuit de Monaco. L'équipe est positive sur le Grand Prix de Monaco. D'abord, c'est un circuit connu pour Valtteri Bottas qui est local, donc qui connaît très bien le circuit. Et puis, c'est un circuit qui, forcément, puisque les déplacements sont difficiles, favorise les bonnes performances en qualification. Or, nous avons été plutôt plus performants en qualification qu'en course depuis le début de l'année. Very exciting, and of course try to be very focused from today and onwards, because Monaco is always a special event, historic. Goals for this race is for us as a team to get points. We haven't scored as many points this year as we would have hoped until this point, but at least the season is still quite long ahead. But it would be good to get some points here, so top 7 finish is the target this weekend. Et si le Grand Prix de Monaco est un Grand Prix iconique pour la Formule 1, il est aussi pour Alfa Romeo, puisqu'en 1932, Alfa Romeo est la première marque non française à gagner un Grand Prix de Monaco, tout comme en 1950, lorsqu'une Alfa Romeo remporte la première édition du Grand Prix de Monaco en F1. Il s'agira d'ailleurs de la toute première victoire de Juan Manuel Fangio, une course qui revêt donc une grande dimension historique pour la marque. Espérons pour elle que cette édition 2023 rentrera également dans les annales pour Alfa Romeo. Et si le Grand Prix attire chaque année des personnes du monde entier, il y a un lieu qui ne désemplit pas et qui attise toutes les convoitises. La fan zone est l'endroit où tous les amateurs de Formule 1 se retrouvent durant ces 4 jours. Christine Datomel et Alexia Vial ont vécu l'expérience. Bon Grand Prix à Monaco à tous. C'est le lieu populaire par excellence du Grand Prix de Monaco. Lieu de fête et de convivialité, la fan zone est de retour après 2 ans d'absence sur la place d'Armes. Extrêmement apprécié par les fans de Formule 1, ce lieu atypique permet au public de rencontrer ses pilotes favoris en chair et en os et de profiter des nombreuses animations mises en place. Le Grand Prix, la Formule 1, c'est pas uniquement être passionné, c'est aussi avoir envie d'être social, avoir envie d'être avec le public, de faire des activités, de découvrir et de rencontrer des personnes. Donc c'est ce qu'on fait ici à la Fan Zone. Chaque année, on met en place plusieurs stands avec des activités, donc des simulateurs ou alors juste ici derrière moi le Pit Stop Challenge. Et en fait, toutes ces activités, elles permettent aux fans de Formule 1 ou même aux personnes qui sont intéressées de venir découvrir un côté un peu plus familier, un peu plus social de la Formule 1, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui n'est pas très accessible si on n'est pas complètement connecté ou si on ne travaille pas dans le milieu, c'est difficile. Libre d'accès, la fan zone est le rendez-vous des groupies et du gratin de la F1. Petit chouchou du public, Daniel Ricciardo hier a participé à des défis sur les stands de Red Bull et a ravi les spectateurs avec ses anecdotes et son sourire légendaire. La fan zone rime donc avec des séances d'interviews, d'autographes et de selfies. C'est le lieu où les pilotes de F1 se confient. Et cette année, une nouveauté, les pilotes de F2 et les anciens champions comme Mika Häkkinen sont aussi de la partie. De nombreux supporters à la fan zone, mais aussi dans les immeubles donnant sur le tracé du circuit. Nous avons retrouvé les amis d'enfance de Charles Leclerc qui se sont réunis pour supporter le pilote monégasque, parmi eux le boxeur Hugo Micallef. Le reportage de Juliette Rappert et Thomas Deus. Hugo Micallef et Ricardo Beretta sont amis depuis plus de 15 ans. Ils se sont rencontrés au collège et la bande d'amis s'est réunie comme chaque année sur la terrasse de la montée d'Ostende pour soutenir leur ami d'enfance, le pilote de F1, Charles Leclerc. C'est le rendez-vous annuel. Moi, tous les ans, j'essaie de venir et de me déplacer, de sortir de mon camp d'entraînement pour venir supporter Charles. C'est super important, on est tous derrière lui tous les ans. Et donc cette fois-ci, j'ai réussi à me débloquer, donc je suis super content et on est super content d'être avec lui.
Il n'a jamais loupé un Grand Prix. À chaque fois, il a réussi à faire en sorte que ses combats, c'est pas fait exprès, mais il a fait en sorte que ses combats ne tombent pas en cette période du Grand Prix pour venir soutenir Charles. En oubliant que ce sont nos amis, c'est des ambassadeurs pour Monaco qui sont juste incroyables et c'est des grands professionnels et des grands sportifs de haut niveau. Revenu en principauté exprès pour le Grand Prix de Monaco, Hugo Mikelev ne perd pas de vue ses objectifs et n'oublie pas de s'entraîner. Je garde une discipline intacte et d'ailleurs je reviens de l'entraînement, je viens d'aller courir là, j'ai couru pendant 1 heure avec Thomas, mon prépa physique. Donc en fait je continue l'entraînement même ici. Je suis arrivé hier soir en avion à 23 h et je repartirai après-demain matin très tôt, juste après le Grand Prix. Un retour sur les îles Canaries pour préparer son prochain combat qui se déroulera fin juin. Et vous aussi suivez le Grand Prix de Monaco au plus près de la piste sur Monaco Info. Début des retransmissions demain à partir de 10h55 pour la Sprint Race de Formule 3, puis les essais de F1 à 12h25. Ne manquez également pas le Sprint Race de Formule 2 à 14h10 et enfin les qualifs de Formule 1 à 15h55. Aux commentaires, notre traditionnel trio, Frédéric Elion, Christophe Paco et Franck Phillips. Ce Grand Prix a forcément un impact sur vos conditions de circulation et de stationnement en principauté, et notamment sur le tracé du circuit, où la circulation est interdite bien évidemment dès le matin jusqu'à la fin des épreuves. Des sens uniques sont également instaurés, tout comme des doubles sens, dans les rues Grimaldi et Notary notamment. Les lignes de bus de la CAM sont également affectées par ces restrictions de circulation. Retrouvez toutes les informations concernant ces perturbations sur le site officiel du gouvernement princier, le www.gouv.mc. Un mot à présent sur l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Les Monégasques sont attendus nombreux le 31 mai sur le Rocher pour participer à cette grande fête populaire qui lancera cette année de commémoration. Les festivités débuteront à partir de 14h30. La collection de voitures de Sas, le prince de Monaco, s'associe à cet événement. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Terrasson. Les véhicules préférés du prince Régnier III seront visibles sur le Rocher pour la commémoration du 31 mai. Des voitures qui datent de 1903 pour la plus ancienne à 1959. Une quinzaine de véhicules choisis par la princesse Stéphanie en collaboration avec la directrice de la collection. Nous avons prévu une parade des véhicules du prince, de la collection des voitures du prince, sur le Rocher. Donc ce sont une dizaine de voitures roulantes et 6 voitures statiques qui seront montées sur le Rocher. Les voitures statiques seront mises en place devant le palais. Pour les 10 autres pilotées par des guests surprises, 2 défilés sont prévus. Le premier de 16h40 à 17h et le second de 18h40 à 19h. Il y a notamment la de Dion-Bouton. Donc cette automobile a été achetée, c'est la première que le prince Régnier III avait achetée, il l'avait achetée à un étudiant. C'est une voiture qui date de 1903 et avec laquelle, en 1968, il avait fait le rallye London-Brighton. Il y aura aussi une ancienne Renault, il y a le Ford Break de chasse, il y aura la Sunbeam Alpine du film De la main au collet, il y aura aussi la Lincoln, la Chrysler Impériale, qui est la voiture avec laquelle le prince Régnier III était allé chercher Grace Kelly à son arrivée sur le port en 1956 pour le mariage. Nous allons aussi monter une Delahaye 135 qui se fera le tour du Rocher. Nous avons une Hispano Suiza, une Packard 6, ainsi qu'une Silver Cloud, une Rolls-Royce Silver Cloud, une Rolls-Royce Phantom 1 et puis d'autres véhicules. Toutes ont été entièrement révisées par les mécaniciens de la collection pour assurer leur bon fonctionnement. Cette information en images à présent, la séance plénière de l'Observatoire du commerce s'est tenue en début de semaine au Novotel. Elle était présidée par le ministre d'État Pierre Dartout. Les membres de l'Observatoire présents ont pu évoquer les prévisions touristiques encourageantes pour les mois à venir ainsi que les enjeux et les opportunités du secteur du commerce et de la restauration en principauté. À cette occasion, un point a été fait sur les différentes visites des quartiers commerçants effectuées par la Direction du développement économique qui a présenté plusieurs axes d'amélioration à mettre en place afin de les rendre davantage attractifs, notamment en période de moindre affluence. 50 jours après Pâques, les catholiques s'apprêtent à célébrer la Pentecôte. Que signifie cette fête et quelles en sont les origines? Eh bien, pour le savoir, l'abbé Venard nous attend sur le Rocher à la cathédrale de Monaco. Bonsoir Christian Venard.
Bonsoir Émilie. Que célèbre-t-on exactement le jour de la Pentecôte? Pourquoi ce terme d'ailleurs? Alors Pentecôte, ça vient du grec, ça veut dire 50. Donc en fait tout bêtement parce que c'est 50 jours après Pâques. Et en fait c'est une fête dans la foi chrétienne où on célèbre le moment où l'Esprit Saint est venu sur les apôtres et sur la Sainte Vierge, comme Jésus le leur avait promis avant de remonter au ciel, ce que nous avons fêté il y a quelques jours, il y a 10 jours, pour l'Ascension. Alors c'est 50 jours après Pâques parce que ça nous est raconté dans les actes des apôtres, c'est-à-dire le récit qui est fait des tout débuts de l'Église. Et 50 jours, ça correspondait aussi pour le peuple juif, et encore aujourd'hui, à la fête de Shavuot, qui est la fête liturgique chez les Juifs, dans laquelle on célébrait le début des moissons, le moment où on commençait à récolter le blé. Alors c'est très beau parce que c'est aussi très symbolique. Pour nous, la Pentecôte, ça marque aussi un peu le début de l'Église, le moment où on va commencer à moissonner en transmettant la parole de Dieu telle que Jésus l'a voulu et en transmettant ses sacrements. C'est un peu une fête qui tourne aussi autour du mystère de Dieu, comme la Trinité que vous venez de citer. Alors oui, on a une fête particulière qui s'appelle la fête de la Trinité, mais c'est sûr que la fête de la Pentecôte, c'est, j'allais dire, la grande fête du Saint-Esprit. D'ailleurs, ce jour-là, dans les églises, on porte des ornements rouges, comme les langues de feu qui sont apparues au-dessus des têtes des apôtres et de la Sainte Vierge le jour de la Pentecôte. Si vous voulez, il y a une parole extraordinaire dans l'Écriture sainte qui dit « Tout ce que nous pouvons prier, dès que nous prions, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. » Voilà, c'est vraiment cet esprit qui nous régénère. C'est aussi d'une certaine manière l'âme de l'Église. Donc c'est la grande fête des débuts de l'Église, du moment où vraiment la parole de Dieu va se répandre dans le monde entier. C'est le grand miracle qui montre que, un petit peu, si vous voulez, ça symbolise déjà le fait que l'Église catholique, l'Église universelle, va se répandre dans le monde entier et qu'elle va finir par parler toutes les langues de la terre. Mon père, on parle souvent du lundi de Pentecôte, mais cette fête est initialement célébrée un dimanche. Cette fête de la Pentecôte, vous voyez, pour petite précision, elle est fêtée de manière solennelle au moins depuis le IVe siècle, et puis on sait qu'elle était déjà fêtée dès le IIe siècle. Donc on voit, c'est très très tôt dans la vie de l'Église. Et puis quand les grandes nations sont devenues chrétiennes, on a pris l'habitude comme c'est vraiment une des très grandes fêtes de l'année, d'offrir un jour férié de façon à ce qu'on puisse vraiment la solenniser. D'autant plus que jusqu'à une période récente, jusqu'au Concile de Vatican II, en fait, il y avait pour cette fête ce qu'on appelle un octave, c'est-à-dire que pendant 8 jours après, on continue à célébrer la même fête. Alors on continue à le faire pour Pâques, on le fait pour Noël. Pour la Pentecôte, ça n'existe plus, mais c'est quand même, vous voyez, ce lundi férié de Pentecôte nous rappelle que c'est une très 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 grande fête de la foi chrétienne. Et quel sera le programme en principauté pour célébrer la Pentecôte? Alors, dans toutes les églises de la principauté, comme tous les dimanches, vous êtes tous les bienvenus dans toutes les paroisses, aux horaires de messe habituels, qu'on peut d'ailleurs retrouver très facilement sur le site du diocèse, diocèse.mc. Alors, on a une petite particularité, vous voyez, on enregistre pour la cathédrale, enfin dans la cathédrale, pardon. Alors, c'est la seule petite chinoiserie, si vous me passez l'expression, c'est que à cause du Grand Prix, dans lequel nous sommes tous plongés en ce moment à Monaco, eh bien, vous savez que l'accès au rocher est très compliqué pendant le Grand Prix. Du coup, c'est la seule fois de l'année où en fait, il n'y a pas de messe le dimanche à la cathédrale. Mais à cette exception près, dans toutes les églises de Monaco, c'est une belle et très grande fête solennisée dans la liturgie. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été notre invité pour nous parler de la Pentecôte. Merci. Et merci beaucoup. Bonne fête de Pentecôte à tous. Et on priera spécialement pour notre ami Charles Leclerc pendant ces temps de Pentecôte. En espérant qu'on vous entende. Merci. Suite de notre série de reportages consacrés aux différentes disciplines dans lesquelles Monaco sera représenté aux Jeux des petits États d'Europe. Après la voile, le tennis de table ou encore le judo, découvrons l'équipe de rugby à 7 qui compte porter haut les couleurs de la principauté. Nous avons rencontré les joueurs lors de leur dernier entraînement avant leur départ pour Malte. Regardez. Pour la 19e édition des Jeux des petits États d'Europe, 2 disciplines feront leur apparition au programme de la compétition et ce pour la première fois, le basket 3-3 et le rugby à 7. Les joueurs de la Fédération monégasque de rugby attendent ce moment avec impatience. Ils se sont préparés avec sérieux pour cette échéance qui sera également un bon test avant le championnat d'Europe à Belgrade. On est très content de participer à cette compétition, maintenant avec beaucoup de sérénité, mais à la fois avec beaucoup de méfiance parce qu'on sait que le niveau il va être élevé et il faut qu'on montre notre meilleur visage.
Certains joueurs de l'effectif monégasque ont eu la chance d'évoluer aux côtés de joueurs internationaux lors d'un échange avec les Monaco Impies. Ils ont même remporté en avril dernier le mythique Melrose Sevens, le tournoi le plus ancien de rugby à 7 au monde. C'est fort de cette expérience qu'ils se présenteront sur les terrains maltais. Super excité, voilà, ça fait longtemps qu'on attend ça. Thierry s'est battu des années pour justement que ce jour arrive. Bon, on a hâte de commencer, en plus on part avec une bonne bande de potes, donc on a hâte de faire au mieux possible et espérer faire un résultat. Le format de compétition des Jeux des petits États d'Europe amènera les Monégasques à rencontrer toutes les équipes en lice. Pour l'instant, on sait qu'il y a des équipes qui se sont très bien préparées. Il y a certaines équipes qui ont des très bons joueurs à l'intérieur. Bon, c'est le jeu aussi. On a aussi des très bons joueurs avec nous et on va se mesurer avec une grande confiance, je pense. Pour leur entrée en compétition le 31 mai, les Monégasques auront 3 matchs au programme. Ils seront opposés à un sérieux concurrent, le Luxembourg, puis face à Chypre et Saint-Marin. Et les Jeux des petits États d'Europe seront à suivre quotidiennement sur notre antenne dès la semaine prochaine avec JPE, le débrief, une émission que j'aurai le plaisir d'animer avec Frédéric Hélion. La cérémonie d'ouverture sera quant à elle diffusée en direct lundi à 20h45 et commentée par Christophe Paco et Stéphane Maggi. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Bonsoir Chrisinda Thomel, quelle est la tendance pour le début du week-end, Chrisinda ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Samedi, le temps qui s'installe sera généralement clair, mais au cours de l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. La journée restera cependant principalement ensoleillée avec quelques nuages ici et là. Les températures seront comprises entre 18 et 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h52 et se couchera à 21h01. Demain, nous fêterons les Augustins. Merci Chrisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et de Manuel Vitali qui ont vécu l'expérience Fanzone aujourd'hui et on peut dire qu'il y avait du monde. Excellente soirée à tous et à demain pour votre édition du week-end.